Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur les 3 grandes actualités qui ont marqué cette semaine. Avec à mes côtés ce soir, Patricia Alémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Patricia. À vos côtés, Thomas Hoffnung, ce soir chef du service Monde à La Croix. À la une de ce vendredi, Thomas, les prisons françaises et leur nombre MAUX, M-A-U-X. Face à vous, Alain Chalvron, grand reporter, également ancien correspondant de France Télévisions aux États-Unis et en Asie. Et puis Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Et je rappelle, Laure se livre La bascule du monde, regard croisé de photographes et de dessinateurs de presse. Un ouvrage donc co-dirigé par Cartooning for Peace aux éditions de La Martinière. Au sommaire donc ce soir de notre émission, tout d'abord la guerre en Ukraine et puis ces négociations toujours autour du plan de paix américain remanié. Kiev, selon certaines sources, serait prête à des concessions territoriales, notamment l'établissement d'une zone démilitarisée dans le Donbass, dans un contexte de pression maximale de Donald Trump qui s'impatiente et dit, je le cite, ne pas vouloir perdre du temps avec l'Ukraine. L'administration Trump, également très virulente contre les Européens, on y reviendra. Donald Trump qui fait par ailleurs monter encore les tensions avec le Venezuela, avec la saisie d'un pétrolier cette semaine au large du pays. Dernier épisode en date d'une série de mesures prises par l'administration Trump pour tenter de mettre la pression sur le président Maduro. De multiples frappes, notamment contre des embarcations accusées de narcotrafic par le président américain, ont fait au moins 80 morts en mer des Caraïbes et dans l'océan Pacifique. Et puis en République démocratique du Congo, le M23, soutenu selon les Nations Unies par le Rwanda, contrôlerait la deuxième plus grande ville du Sud Kivu, Uvira, dans l'Est, située à quelques kilomètres à peine du Burundi, qui a fermé sa frontière. Nouvelle percée donc du groupe M23 près d'un an après la conquête des 2 plus grandes villes de l'Est, Goma et Bukavu, et quelques jours après l'annonce par Washington d'un accord de paix qualifié d'historique entre les présidents congolais et rwandais. Et on commence donc cette émission avec ces efforts diplomatiques toujours qui visent à mettre fin à la guerre en Ukraine. Kiev continue de négocier autour du plan de paix américain. Une nouvelle proposition contenant des concessions territoriales aurait été soumise au président Trump. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs sources au journal Le Monde. Kiev accepterait la mise en place d'une zone démilitarisée dans le Donbass. Une concession qui aurait reçu l'aval des Européens. Le tout, je le disais, dans un contexte d'attaque très virulente du président américain, tant vis-à-vis de l'Ukraine, sur laquelle l'administration Trump dit ne pas vouloir perdre du temps, que vis-à-vis des Européens violemment ciblés dans la nouvelle stratégie nationale américaine publiée le 5 décembre. Et puis de son côté, le secrétaire général de l'OTAN avertit dans un discours à Berlin, les Alliés seront la prochaine cible de la Russie. On va écouter Mark Rutte. Nous sommes la prochaine cible de la Russie et nous sommes déjà en danger. Nous devons tous accepter qu'il nous faut agir pour défendre notre mode de vie maintenant. Car cette année, la Russie est devenue encore plus effrontée, imprudente et impitoyable envers l'OTAN et envers l'Ukraine. La Russie a ramené la guerre en Europe et nous devons être prêts à affronter une guerre de la même ampleur que celle qu'ont connue nos grands-parents et arrière-grands-parents. Alors Thomas, tout d'abord sur ces concessions ukrainiennes qui seraient imminentes, en tout cas selon plusieurs sources, ce serait un pas majeur du côté de Kiev ? Sans aucun doute, ça fait des mois et des mois que l'administration Trump met la pression sur Zelensky et son équipe pour qu'il lâche quelque chose et mettre un terme à ce conflit avec la Russie. Le problème, on le sait bien, c'est que les propositions américaines, c'est une forme de capitulation pour les Ukrainiens, et Zelensky, dans l'absolu, ne peut pas accepter ces concessions, mais la pression est tellement forte et il a tellement besoin du soutien américain, il ne peut pas se priver de ce soutien, qu'il est obligé en quelque sorte de lâcher du lest. Alors, c'est ce à quoi on assiste depuis quelques jours. Il a dit d'abord qu'il était prêt à organiser des élections, c'est une des demandes américaines. Les États-Unis remettant en question presque sa légitimité, d'autant qu'il y a eu ce scandale de corruption qui l'a affaibli. Donc les élections et puis maintenant ces concessions territoriales, on sent bien qu'il va devoir lâcher quelque chose, mais il veut pas, bien sûr, il va pas tout lâcher d'un coup. Il faut négocier. Et moi, je trouve qu'il est assez malin, si je puis dire, parce que en fait, il essaye d'embarquer à chaque fois les Européens et les Américains en disant:
OK, vous me demandez de faire ceci, Mais en mais échange, échange, vous devez garantir la sécurité pour des élections, par exemple. Et puis s'il y a des concessions, donc une démilitarisation et vous assurer la sécurité. Il ne faut pas que ce qui s'est passé après les accords de Minsk en 2014-2015 se reproduise. S'il y a des nouveaux accords, que dans quelques années, ça reprenne de plus belle avec la Russie. L'Ukraine ne pourrait pas le supporter. Zelensky, effectivement, soumis à une pression extrême, mais qui essaye de garder la main, Patricia. Alors effectivement, il est soumis à une pression extrême des Américains, sous-entendu, on vous coupe le renseignement si vous lâchez pas. Il est soumis à une pression interne, puisqu'il y a eu ce scandale quand même politique de corruption qui quand même l'a affaibli un peu, sans pour autant affaiblir son score de popularité. Mais là, très astucieusement, coaché ou pas coaché par les Européens, il arrive dans une situation qui est pourtant pour lui excessivement compliquée sur le front, même si ce n'est pas des grandes avancées, ça grignote un peu. Il arrive à renverser la charge de la preuve, en quelque sorte, à renverser la situation en disant « Ok, Monsieur Trump, vous pensez que je ne suis pas bien élu? Vous voulez des élections? On va les faire. C'est un peu difficile, mais même on peut s'arranger pour les faire. » Parce que Trump avait repris le discours de Vladimir Poutine. C'est Vladimir Poutine qui disait qu'il était illégal. Donc Trump a repris. Vous voulez, je vous accorde. Deuxièmement, vous voulez des concessions territoriales, comme le demande M. Poutine? Pas de problème, je vous les accorde. Simplement, il faut discuter, puis simplement, après, il faut voir que ce n'est pas dans la Constitution, etc. Donc, il dit oui, mais c'est techniquement pas réalisable, sauf peut-être les élections, à la limite. À la limite, je dis bien que les élections, quand on est bombardé, il faudrait déjà le cessez-le-feu. Mais ça, je ferme ma parenthèse. Donc, il faudrait changer la constitution ukrainienne. Non, mais ça, c'est franchement, d'après tous les experts, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est effectivement de l'abandon des territoires, parce que là, ça dépend comment ça va se faire. Enfin, si vous voulez, tout peut se faire et rien peut se faire. La seule chose, c'est que c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il renvoie la balle dans le camp de Poutine, jusqu'à ce qu'un jour Trump reconnaisse que l'empêcheur de tourner en rond, c'est pas Zelensky, mais c'est Poutine. Et ça, Trump, il n'y arrive pas. Un jour ou l'autre, il va peut-être être obligé. Et là, pour obliger Trump à le reconnaître, il dit oui à tout ce que propose Trump. Et Donald Trump, effectivement, qui ne le reconnaît pas et qui s'impatiente même, qui dit qu'il n'a plus de temps à perdre avec l'Ukraine et qui, dans sa stratégie nationale publiée donc le 5 décembre dernier, n'identifie pas du tout la Russie comme une menace. Non, alors c'est un peu difficile d'être dans la tête de Trump, malheureusement, parce qu'on n'y comprend pas grand-chose quand même, ça change beaucoup. Et puis, est-ce que vraiment Trump est persuadé que Poutine est merveilleux, qu'il est blanc-blanc et que tout est la faute de l'Ukraine? Enfin, est-ce que vraiment il est capable de penser ça? Moi, ça me paraît tellement absurde que j'ai du mal à penser ça, vraiment. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, c'est assez habile. Je pense que ça sera refusé de toute façon par Poutine, donc ça m'étonnerait que ça avance beaucoup, sauf si effectivement Trump tape du poing sur la table, mais j'y crois pas beaucoup, franchement. Et quant à la vision de Trump sur l'Europe, oui, c'est affligeant de lire ça. Alors, on s'en relèvera. Donc, il évoque donc très virulent contre les Européens. Il évoque une perspective, enfin ce document de l'administration Trump évoque une perspective d'effacement civilisationnel de l'Europe en raison notamment de l'immigration. De l'immigration, oui, absolument. Bon, écoutez, on s'en remettra, mais c'est vrai que c'est affligeant de voir le chef d'État des États-Unis, qui en plus ont des liens quand même très étroits, historiquement parlant, avec l'Europe, de dire des trucs comme ça. Oui, bon, moi, on m'a toujours expliqué qu'il ne faut jamais humilier les gens. Jamais. Dans mon métier, il ne faut jamais humilier. Et là, on leur dit qu'ils sont faibles. Au Moyen-Orient et en Asie. Faire perdre la face, c'est ce qu'il y a de pire. Bon, là, il nous fait perdre la face, mais on s'en remettra. Ce que je trouve grave, en revanche, très grave même, c'est le soutien qu'il donne aux partis les plus réactionnaires, pour ne pas dire néo-fascistes. Donc l'extrême droite européenne. Puisque quand on appuie l'AfD, c'est quand même un parti néo-nazi, carrément. En Allemagne. Et en Allemagne, oui, pardon. Et que Trump, ouvertement, dans un document public, et un document important, c'est pas n'importe quel bout de papier, ce document, appuie ce qu'il appelle les partis patriotiques, mais tout le monde sait ce que ça veut dire.
Ça, je trouve ça consternant. Parce que alors là, franchement, il a en plus C'est une ingérence. Il a les moyens d'aider ses partis. Je veux dire, c'est pas juste quelque Les chose aides. écrit sur un bout de papier. S'ils veulent vraiment, s'ils veulent aller jusqu'au bout de leurs idées, oui, ils peuvent faire vraiment du mal à tout ce continent. Patricia, c'est effectivement humiliant pour les Européens, voire dangereux aussi, avec cet appui à l'extrême droite européenne. Néanmoins, les Européens ne répliquent pas. Alors, Pourquoi il y a plusieurs niveaux de compréhension. Si on regarde ce qui se passe vis-à-vis de l'Europe. D'abord, chaque président américain, effectivement, fait ce document dont on vient de parler, qui est un peu sa vision du monde. Là, simplement, à la Trump, c'est un document totalement décomplexé. On sait qu'il n'aime pas l'Europe, eh bien, il nous le dit. On sait qu'il nous méprise, il nous le dit. Donc, le document est décomplexé. Si nous sommes surpris, eh bien, c'est notre erreur. Et donc, nous devons nous interroger pourquoi nous avons été des bisounours et nous avions cru que le président Trump nous aimait. Je pense que nous n'étions pas des bisounours, mais qu'on savait qu'on ne pouvait pas se passer de d'être gentil avec lui parce que c'est lui qui nous protège pour l'instant. Parce qu'il nous protège sur un plan militaire. Donc, comme il nous protège sur un plan militaire, je pense, la France est un peu à part, mais néanmoins, l'Europe et donc les pays européens ne peuvent pas être agressifs, opposés à lui, parce que alors là, il dirait, je me retire à ce moment-là. Donc, ils ont trop peur de ça. Et nous, Français, nous ne pouvons pas nous dissocier trop fort des Européens, parce que notre force, c'est l'unité. Donc, si vous voulez, il y a tous ces niveaux de compréhension qui font qu'on est un peu paralysé tant qu'on ne sera pas remis à un niveau, tant que nos forces militaires conventionnelles, j'entends, seront remises à un niveau, parce qu'on s'est endormis tous, on est bien d'accord toute cette table, après la guerre, en disant on va faire marcher la carte bleue, partir en vacances et consommer. En quelque sorte, c'est ça. Et donc là, aujourd'hui, on se réveille avec la guerre est peut-être pour demain. Alors on se réveille lentement, mais notre seul et unique problème, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'on a été incapable, alors peut-être qu'on coach Zelensky par derrière, mais on n'a pas proposé nous-mêmes un plan européen. Parce que les Américains, ils ont sorti leur plan. Nous, on n'a pas sorti de plan. Et donc, on est toujours en réaction et pas en offensive, et pas assez en offensive et en action. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Sans pour autant s'opposer à Trump, on ne peut pas s'opposer à Trump. Thomas, sur cette faiblesse européenne décrite par Patricia. Les Chinois s'opposent très bien à Trump. Là, c'est ce que je voulais dire, justement. Sur la vision de Donald Trump de l'Europe, elle est vue comme un boulet, en fait, et il veut se recentrer désormais sur ses priorités à lui. Oui, mais je pense que ce que disait Alain tout à l'heure, sur le soutien notamment à ces partis dits patriotiques, et c'est une ingérence directe dans les affaires européennes, et c'est la volonté de diviser l'Union européenne, de la briser aussi d'une certaine manière. C'est un peu l'Europe du Rassemblement national, de Viktor Orban, de l'AfD, c'est l'Europe des nations. C'est pas l'Union européenne telle qu'elle est conçue à Bruxelles et par les pères fondateurs de l'Europe. Moi, je trouve que c'est un jeu extrêmement dangereux dans ce moment de l'histoire que nous vivons, de monter des tensions. Je ne comprends pas ce calcul américain qui devrait être plutôt d'avoir s'il y a un allié qui est là, qui tient la route, qui est voilà. Est-ce que c'est encore un allié, du coup ? Et oui, c'est un allié, mais les Américains nous voient voient l'Union européenne comme un adversaire, notamment sur le plan économique, et veulent l'affaiblir. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Et encore une fois, les Américains devraient plutôt, me semble-t-il, s'appuyer sur l'Union européenne pour essayer d'ordonner les affaires du monde. Et on assiste à l'inverse actuellement. Et Alain, ce que dit aussi le document, c'est que le focus principal des États-Unis, c'est la rivalité avec la Chine, justement. Oui, alors c'est l'obsession américaine depuis déjà avant Trump, il faut dire. Déjà Obama, c'était son grand truc. Et justement, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, et en particulier qu'on est tétanisé tout simplement devant Trump. À mon avis, à tort. Alors, c'est vrai que on est plus faible militairement face à la Russie, dont on nous dit qu'elle est prête à attaquer dès demain, et que ça sera, comme l'a dit le secrétaire général de l'OTAN, la guerre de nos grands-parents. Évidemment, ça fout la trouille. Mais on n'en est pas là, je ne crois pas. Oui, c'était excessif, du coup, cette déclaration. Oui. Je crois que la Russie, elle n'a pas les moyens, honnêtement. Quand on regarde comment elle s'enlise ni les moyens, ni ni possiblement même l'envie. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, il faut nous mobiliser. Alors c'est vrai que on pourrait avoir des rétorsions si on répond mais à la fortement. question que vous posiez, est-ce que ce sont toujours des alliés, les Américains ? Moi, je pense que la réponse, aujourd'hui, est non. Voilà. Alors,
j'ai interrogé un certain nombre de personnalités françaises qui me disent oui, mais tu sais, il faut attendre, il y a 3 ans à attendre, après on verra, ça ira mieux. Bon, c'est un pari, hein. Moi, je suis pas du tout sûr que dans 3 ans, ça ira beaucoup mieux. D'ailleurs, d'une part parce que la tendance américaine de s'éloigner de l'Europe ne date pas de Trump. Souvenez-vous des histoires de sous-marins. Ça n'a pas fait tellement plaisir aux industriels de l'armement non plus, cette histoire. Et même Obama se fichait un petit peu de l'Europe. Lui, ce qui l'intéressait, c'était l'Asie. Donc ce pari me paraît un petit peu hasardeux, disons. En revanche, je pense qu'il faudrait contre-attaquer d'une certaine manière, plutôt que de faire le dos rond, de s'aplatir, de dire grand mamamouchi, bien sûr, tu as toujours raison. Il faudrait réagir. Et la seule réaction que moi je vois, mais c'est parce que j'étais correspondant en Chine, peut-être je suis un peu trop bienveillant avec les Chinois, mais c'est un rapprochement avec les Chinois. Parce que la seule chose qui fout la trouille à Trump, la seule chose, c'est ça. C'est que les Chinois se renforcent. Il pourrait y avoir des représailles quand Alors, même. Alors, il n'est pas question de faire un accord militaire avec les Chinois, de faire une OTAN euro-chinoise, mais d'avoir une certaine discussion, disons, constructive avec la Chine, en particulier sur les questions économiques et commerciales. Je pense que ça ne serait pas forcément une mauvaise idée. Un tout dernier mot et après les dessins. Tout petit dernier mot. Je trouve que ce qui est fou et dont on ne parle pas en ce moment, c'est qui se rapproche de la Chine en ce moment, c'est Trump. Il est en train de passer des accords économiques sur les fameuses puces NVIDIA qui devaient protéger l'industrie militaire américaine, et il leur donne l'accès. Il y a des articles dans la presse américaine qui disent que ce qu'il cherche, c'est le deal, comme toujours. Il veut faire du business et il est prêt à le faire avec son soi-disant pire ennemi. Et nous, il nous veut comme vassaux. Laure, les dessins sur ce premier thème. Oui, je vais vous montrer 4 dessins, en commençant par un dessin du grand dessinateur ukrainien Kazanevski. Vu d'Ukraine, donc, on voit que la Russie, elle pèse bien plus lourd que l'Europe dans la balance de Trump. Hein. Il ne peut y avoir de paix juste dans ces conditions. C'est un petit peu ce que dit ce dessin entre les lignes. Et on voit que les États-Unis de Trump se sont alignés sur le Kremlin, puisque même la cravate de Trump est aux couleurs de la Russie désormais. Ça, c'est nouveau dans les dessins. Un deuxième dessin du dessinateur suisse Chapat qui a été publié cette semaine dans Le Monde. La réaction des Européens en découvrant la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, ça a été le coup de massue, l'incrédulité. L'Europe est reconnue prioritaire, dit l'un. Oui, mais sauf que c'est comme cible, rétorque Macron. Et ils n'ont pas l'air très, très rassurés, et pour cause. Un autre dessin du dessinateur qu'on ne présente plus, Nicolas Vado, dessinateur belge pour l'Écho. On le voit, le monde a véritablement basculé. Hein. En 1948, c'était le plan Marshall. Au sortir de la guerre, c'était les États-Unis qui venaient au secours de la reconstruction européenne. Et puis en 2025, le plan Donald, c'est tout autre chose. C'est l'Europe qui est poussée dans le précipice parce qu'elle est jugée trop faible. C'est ce qu'il a dit cette semaine. Et puis pour terminer, un dessin de Amorim, dessinateur brésilien. On voit quand même que pendant ce temps-là, la maison Ukraine, elle brûle plus que jamais. On voit Trump et Poutine en pompiers. Hein, et les Européens, ils vont évidemment être obligés de voler seuls à la rescousse de l'Ukraine. Mais encore faut-il que le matelas de sauvetage incendie tienne le choc. Et là, on voit qu'il est un petit peu percé. Merci beaucoup, un dessin Laure, très bien vu. pour ces très beaux dessins. Deuxième thème d'une semaine dans le monde ce soir, c'est tensions qui ne cessent de monter entre Washington et Caracas. Encore mercredi dernier, Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient saisi un pétrolier au large du Venezuela, sanctionné depuis 2022 par les États-Unis pour des liens présumés avec l'Iran. Dernier épisode en date d'une série de mesures économiques et militaires prises par l'administration Trump pour tenter de mettre la pression sur le président Nicolás Maduro. De multiples frappes, notamment contre des embarcations accusées de narcotrafic par le président américain, ont fait au moins 80 morts en mer des Caraïbes et dans l'océan Pacifique. Donald Trump, dans cet entretien mardi dernier avec le site Politico, a estimé que les jours du président Maduro étaient comptés. Celui-ci a réclamé la fin de l'ingérence brutale des États-Unis. On va l'écouter. Ils ont enlevé les membres d'équipage, volé le navire et inauguré une nouvelle ère.
l'ère de la piraterie navale criminelle dans les Caraïbes. Le Venezuela rejette donc cet acte de piraterie criminelle contre l'ensemble des Caraïbes dans son intégralité. Alain, cette saisie d'un pétrolier au large du Venezuela avec la participation du FBI, c'est une première. Quelles conséquences potentielles ? Oui, je crois que c'est une première, en tout cas depuis bien longtemps, à tel point qu'on en a perdu la mémoire. Oui, alors c'est une nouvelle, c'est une escalade de plus, je dirais. Il y a eu ces bateaux qui sont supposés être des bateaux de trafiquants de drogue, mais enfin rien ne le prouve. C'est en tout cas en violation du droit international, de même que l'arrestation de ce bateau, l'arraisonnement, je crois on dit, de ce bateau. Cela dit, s'il n'y avait pas le droit international, je crois que Trump serait déjà une échelle au-dessus. C'est-à-dire qu'il ne serait plus dans la mer des Caraïbes, mais probablement sur le sol vénézuélien. Il menace maintenant d'une intervention terrestre. Oui, alors bon, on verra s'il le fait. C'est aussi très contradictoire avec ce qu'il a promis, quand même, pendant toute la campagne électorale. America First. Oui, America First. Et puis bon, on n'a rien à faire dans les guerres extérieures, etc. Là, c'est le retour de la doctrine Monroe. Voilà, alors c'est le retour, c'est aussi dans le document, le fameux document de security, de National Security. Mais c'est, encore une fois, contradictoire un petit peu avec sa philosophie profonde et celle qui l'a fait élire. Donc je ne sais pas s'il ira jusque-là, mais j'estime, moi, pour le moment, que c'est quand même cette peur de réaction internationale, du droit international, qui le retient. Donc il enfreint le droit international avec les bateaux. Là, il y a quand même plus de 80 morts. Hein. Oui, c'est pas rien. Oui, il l'enfreint déjà, en fait. Il l'enfreint déjà, mais jusqu'à une certaine limite. Il ne bombarde pas Caracas, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il cherche dans cette escalade avec le président Maduro ? Il veut le destituer ? Moi, je pense qu'il veut le faire tomber. C'est vrai que par rapport à ce que disait Alain, je pense qu'il voudrait le faire tomber sans intervenir militairement au sol, moi, je pense. Quand vous regardez l'intervention à Panama contre le général Noriega, ça ne nous rajeunit pas. Je crois que c'était dans les fin des années 80. Je crois qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de Marines américains qui ont débarqué. Le Venezuela, c'est beaucoup plus grand. C'est vrai que par rapport à ses électeurs, il avait dit l'économie first, c'était pas les affaires internationales. Bon, c'est très surprenant. On a l'impression que c'est le contraire qui se produit. D'ailleurs, peut-être que ce n'est pas sans lien. C'est-à-dire que sur le front économique, il a du mal à obtenir des résultats. Les prix augmentent, on l'a vu au moment de Thanksgiving, il y a eu des articles, y compris dans La Croix, qui racontaient que le prix de la dinde continuait d'augmenter, que les Américains étaient très mécontents, puisque Trump avait dit avec moi, vous allez voir, l'économie va redémarrer, on va canaliser les prix, etc. Ça ne se produit pas. Et finalement, je ne dis pas forcément que le Venezuela, c'est un dérivatif, mais en tout cas, peut-être qu'il se dit, comme beaucoup de présidents d'ailleurs, que la défense, les affaires internationales, c'est là où on peut encore montrer qu'on a une stature. Et le Venezuela, c'est une proie plus ou moins facile, parce qu'encore une fois, militairement, ça ne serait pas si évident. Mais en tout cas, c'est un peu la figure du méchant, Maduro. On sait qu'il a très probablement perdu les élections. Il y a des dizaines on voit bien que les Vénézuéliens, je crois qu'ils ne seraient peut-être pas hostiles à un changement de régime. On a du mal à aller sur place, on a du mal à avoir des visas, mais très vraisemblablement, la population est contre Maduro majoritairement. Je crois que la situation économique est épouvantable. Voilà, on voit bien qu'il y a une vague d'immigration massive. En faisant tomber Maduro, Trump il réglera un certain nombre de problèmes. Moi, j'ai l'impression que le narcotrafic, c'est une des composantes, parce qu'il y a de la drogue qui passe par le Venezuela, mais ce n'est pas la raison principale. Ça, c'est un prétexte, Patricia. Un prétexte, je dirais pas. Je pense que là encore, il y a plusieurs choses. Il y a le niveau de lecture, comme Thomas vient d'expliquer, au niveau intérieur, c'est-à-dire montrer à sa population, effectivement, par rapport à l'immigration qui fait quelque chose, par rapport à la drogue qui fait quelque chose. Et donc, si ça marche pas très bien sur un plan économique, il a des résultats sur un autre plan. Quant à savoir s'il a envie de se lancer dans une guerre, je suis assez réservée. Je pense qu'au sol, c'est pas trop son truc quand même, parce que sa campagne est
été no more boots, nos plus de soldats américains à l'extérieur. Ils doivent chasser les migrants chez nous, mais pas aller les récupérer à l'extérieur. Et on voit qu'en plus, Maduro, c'est pas un enfant de cœur, et il y a des armements russes qui sont arrivés, il y a des soutiens cubains qui sont arrivés, donc la partie sera peut-être pas aussi facile qu'il n'y paraît, parce qu'il y a une armée qui est quand même conséquente sur place. Alors, s'effondrerait-elle ou se battrait-elle? Vous avez évoqué Panama et d'autres pays où les interventions américaines n'ont pas été aussi glorieuses que ça, en tout cas en termes de résultats, en termes d'hommes. Donc là, moi je crois qu'effectivement, pour l'instant, il essaye de provoquer la chute par toutes ces différentes opérations. Et en ce sens, il est totalement soutenu par le prix Nobel cette année de Donc la Maria paix, Corina Maria Machado, qui lui a quand même dédié son prix Nobel et qui l'appelle à intervenir sur le sol vénézuélien. Ça, c'est pas un peu bizarre, entre guillemets, pour une prix Nobel de la paix Eh bien, le prix Nobel de la paix, vous savez, c'est très politique, j'ai envie de dire. Donc, il faut voir surtout cette année. Tous les facteurs qui convergent, c'était Trump ou elle, pratiquement. Donc, l'histoire est un peu des prix Nobel. Je pense que le prix Nobel de la paix ne gagne pas sur un plan de notoriété, effectivement, à donner le prix Nobel. Mais cette femme se bat depuis les années 2000, quand même, contre les dictateurs. Elle est d'extrême droite, elle est très nationaliste, etc. Et donc, c'est une trumpiste. Elle appelle à une intervention Oui, militaire. c'est ce que j'ai dit là. c'est ça. Elle appelle à une intervention militaire. Et Pour un prix Nobel, je dirais simplement une chose, j'en finis par là. Il y a eu un sondage. Alors, les sondages dans ce pays, on sait ce qu'on en pense. Mais néanmoins, il y a simplement 3% de Vénézuéliens qui sont favorables à une intervention dans leur pays. Voilà. Oui, et elle-même, elle ne fait pas l'unanimité Et elle fait au pas sein de l'opposition vénézuélienne. Alain, vous vouliez réagir? Ce que je voulais ajouter, c'est que on disait en France que vérité de ce côté des Pyrénées, mensonge au-delà. Là, on pourrait dire vérité de ce côté de l'Atlantique et mensonge de l'autre côté. Parce que finalement, Maduro ou Poutine, honnêtement... je dirais pas que ça se vaut, parce que c'est pas la même taille non plus, mais ce sont deux dictateurs qui sont tous les deux assis sur des barils de pétrole à n'en plus finir. Donc, si on veut faire du business avec Poutine, pourquoi ne ferait-on pas du business avec Maduro? À la limite, il aurait pu aussi choisir cette solution, Trump. Il est plus proche probablement de Maduro que de beaucoup d'autres chefs d'État. Voilà. Donc ça c'est un paradoxe qui m'a frappé dans cette histoire. Je me suis dit, mais au fond, ils auraient très bien s'acoquiner ensemble, tous les deux. Et juste un dernier point, parce que vous disiez c'est un prétexte, la drogue. Oui, je ne sais pas du tout ce que pèse le Venezuela dans le trafic de drogue. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le problème de la drogue, c'est un problème majeur. Sinon numéro un, du moins dans en tout cas, le problème du fentanyl qui fait des ravages aux États-Unis, ça vient de la Chine. Il n'y a pas que le fentanyl. On passe par le Mexique. Il y en a plein d'autres. C'est affreux. La drogue aux États-Unis, c'est un problème gigantesque avec des drogues 1000 fois plus fortes que le fentanyl maintenant. Des drogues qu'on utilise en fait pour endormir les rhinocéros et les éléphants. Oui, les gens s'injectent ça. C'est terrible. Alors, bon. Et la zone de production, dans cet endroit du monde, c'est surtout la Colombie. C'est la Colombie. Et donc là, c'est vrai qu'il s'en prend au Venezuela. Si Trump... Oui, alors ça transite. Ça transite par le Venezuela. Je ne sais pas si le Venezuela est impliqué, mais ce que je peux dire, c'est beaucoup par Haïti. Le problème de la drogue, c'est pas un prétexte, quoi. Oui, c'est secondaire. Mais pour répondre et pour apporter un tout petit complément, encore, je vais tâcher d'être très très bref pour pas me faire gronder. Il déteste la révolution bolivarienne. Il peut pas supporter. C'est tous des gens de gauche. Donc, ce qu'il n'aime pas chez Maduro, c'est ce côté dit gauchiste. Voyez, il n'est pas aligné idéologiquement avec le côté idéologique de Trump, c'est-à-dire chrétien, pas avortement, blablabla, enfin toutes ces choses qu'on connaît. Il y a quand même une dernière chose à ajouter là-dessus par rapport à ce que disait Alain, c'est que le Venezuela, si je ne me trompe pas, c'est les plus grandes réserves de pétrole au monde. Alors ça, c'est quoi l'attrait alors pour c'est vrai que Donald Trump? C'est vrai que il aurait pu essayer de faire affaire avec Maduro. Visiblement, il veut le faire tomber. Si c'est Maria Corina Machado, est-ce que les compagnies pétrolières ont des avantages plus intéressants par rapport à d'autres, écraseront la concurrence? On peut le penser, vu ce qu'elle a déclaré par rapport à Trump. Et Nicolas Maduro, lui, il fait appel à l'unité nationale face à cette offensive de Donald Trump. Est-ce que ça peut
pas servir, disons, son pouvoir au final, Moi, cette opposition avec Trump? J'ai l'impression que la population est dans un état tellement, elle est tellement exsangue C'est que pas sa préoccupation je ne principale. crois pas qu'elle se prenne les armes pour faire la guerre contre les Américains. Si les Américains vraiment allaient jusqu'au bout, peut-être que le régime s'effondrerait relativement rapidement. Je dis ça, je ne suis pas du tout un spécialiste du Venezuela, mais en tout cas, j'ai l'impression que la population n'est pas très robuste. Moi, je l'ai vécu en Irak, peut-être toi aussi. Juste avant la guerre, les gens étaient très hostiles à la guerre, même s'ils étaient aussi très hostiles à Saddam Hussein, mais ils voyaient bien que ça se terminerait en catastrophe. Laure, les dessins sur Trump et le Venezuela. Oui, même les États-Unis, enfin les Américains, c'est pas sûr qu'ils la veulent, cette guerre. Je crois comprendre que du côté des Républicains, tout le monde n'est pas très chaud non plus pour envoyer des soldats. Premier dessin qui nous vient d'Afrique du Sud, du dessinateur Brandon pour le Business Day. Donc voilà, le portrait de dos, mais on le reconnaît bien, du dictateur vénézuélien qui est la nouvelle cible du locataire de la Maison-Blanche. La cible est signée, tout le monde aura reconnu la signature de Trump, dessin efficace. Un deuxième dessin du dessinateur mexicain Fego, qui vit aux États-Unis, parce que donc les attaques répétées des États-Unis contre ces navires vénézuéliens, au mépris, on l'a déjà dit, du droit international dont Trump n'a que faire, font de lui le nouveau pirate des Caraïbes. C'est une figure récurrente de Trump dans les dessins qu'on a pu recevoir ces derniers jours. Et puis pour terminer, un dessin assez incroyable de Fares, dessinateur syrien, d'après évidemment le dictateur de Chaplin. C'est vrai qu'à ce rythme-là, les États-Unis n'auront bientôt rien à envier au régime dictatorial de Caracas, et avec l'impérialisme en plus, on parlait de la doctrine Monroe, on voit que tout le continent américain est au cœur de sa préoccupation. Merci beaucoup Laure pour cette présentation des dessins. Les derniers thèmes d'une semaine dans le monde ce soir. On va revenir sur la situation en République démocratique du Congo, où le M23, soutenu selon les Nations Unies par le Rwanda, a pris le contrôle de la ville d'Uvira dans l'Est. C'est la deuxième plus grande ville du Sud Kivu. On voit ici s'afficher cette carte qui fait figurer la ville d'Uvira, située, vous le voyez, à quelques kilomètres à peine du Burundi, qui a fermé sa frontière. Nouvelle percée du groupe M23 près d'un an après la conquête des deux plus grandes villes de l'Est du pays, Goma et Bukavu, et quelques jours à peine après l'annonce par Washington d'un accord de paix qualifié d'historique entre les présidents congolais et rwandais. On va écouter tout de suite Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU. Le conflit connaît une régionalisation de plus en plus marquée. L'implication directe ou indirecte de forces et de groupes armés en provenance de pays voisins, ainsi que les mouvements transfrontaliers de populations déplacées et de combattants, accroissent considérablement le risque d'un embrasement régional. Cette évolution ne menace pas uniquement la stabilité de l'Est de la RDC, mais celle de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Alors Patricia, un petit rappel. Après Goma, capitale régionale du Nord Kivu, tombée en janvier dernier, puis Bukavu, capitale régionale cette fois du Sud Kivu. Là, on parle de la prise d'Uvira qui faisait office de capitale, disons, par défaut. 1 million d'habitants. Voilà, 1 million d'habitants. Petit rappel historique peut-être sur ce conflit qui implique, on le sait, de nombreux acteurs. Ce conflit a commencé, j'ai envie de dire, pratiquement après le génocide rwandais. Il est même 1994. Et depuis cette période-là, il y a eu des phases d'une extrême violence, parce qu'après le génocide rwandais, le Rwanda a pénétré en République démocratique du Congo, s'est allié avec des milices Tutsis locales pour chasser le pouvoir de la République démocratique du Congo, qui était Kabila, qui est devenu, et pour mettre un homme à sa place, en quelque sorte. Donc après, pour simplifier, phase d'accalmie. Et puis, tout repart régulièrement. Et les dernières reprises des violences, c'est 2021, quand le M23 a ressurgi, parce que c'est donc un groupe qui est soutenu, plus ou moins, ou armé, ou etc., tout ce qu'on voudra, par, effectivement, le Rwanda, en mémoire de tout ce qu'ils ont fait aider le Rwanda dans la chasse aux génocidaires. Et le Rwanda reproche à la République démocratique du Congo d'aider et de soutenir certaines milices, ou une des milices qui est encore rattachée à ce génocide de 1994. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Et donc, on n'en sort pas.
On n'en sort pas parce qu'il n'y a pas de travail de deuil, il n'y a pas de travail de reconnaissance qui ont été faits. Entre ces pays-là, il y a eu tellement de violence, tellement de morts de civils. On a tous été sur place, on a été dans ces forêts de République démocratique du Congo. Moi, les images les plus violentes que j'ai vues de toute ma vie de grand reporter, c'est en République démocratique du Congo. Voir à quel point on traquait les gens, les familles, les enfants, à quel point les gens se retrouvaient dans les forêts équatoriales où il fait chaud, où la pluie est en permanence, l'humidité, fuyant des hommes en armes. On ne savait même plus qui ils étaient. J'ai envie de dire que les forces armées de la République démocratique du Congo sont alliées avec des milices qui sont aussi abominables que toutes ces milices. C'est-à-dire, les Wazalendo, tu connais, c'est des milices absolument... c'est des gens qui sont animés par la haine et on a eu des tas de témoignages de femmes violées, d'enfants pris à partir de 7-8 ans pour aller combattre, droguer, etc. Bon, c'est une abomination. Et pour l'instant, j'en finirai par là, personne n'est arrivé à régler ce conflit, ni les Européens avec une espèce de parapluie, ni Doha, puisqu'il y a eu ni le Qatar s'y est mis, le Kenya s'y est mis, l'Angola s'y est mis. Et ce que l'on craint aujourd'hui, c'est une extension effectivement du conflit vers le nord. C'est ce que dit l'ONU, vers le nord Katanga, vers le Grand Katanga, plus exactement, une région minière extraordinaire, et avec une résurrection des milices qui s'étaient arrêtées de combattre. Donc chaque fois, si vous voulez, ça fait ressortir des haines ancestrales. Et je crois que, comme après des violences extrêmes, s'il n'y a pas un travail de deuil et de réconciliation qui est fait, eh ben, ça ne marche pas. Et Trump, on va sûrement en parler, qui avait réglé ça comme ça n'a pas marché. Thomas, rapidité donc de la progression à nouveau du M23. Comment expliquer que l'armée congolaise n'arrive pas à contrer cette avancée ? Comme l'a dit Patricia, ça dure depuis maintenant plus de 30 ans. L'armée congolaise a été plusieurs pays étrangers ou organisations internationales se sont penchés à son chevet, notamment l'Union européenne qui a fait tout un travail de formation. Mais cette armée, elle est tellement composite. Le Congo, c'est une mosaïque de population. Il n'y a pas vraiment de cohésion nationale. Et donc, voilà, qu'à cette armée, on essaie de la rebâtir. Mais dès qu'elle se retrouve sous le feu des Rwandais, qui sont de l'armée rwandaise, ou du M23, qui est très, très, très bien organisé, très discipliné, c'est ce à quoi on assiste actuellement. Elle a plutôt tendance à partir, à quitter le front et à laisser les populations à la merci du M23, qui aujourd'hui donc occupe toute une partie et qui est en train de l'Est du Congo, et qui est en train de consolider ses positions et de créer une administration parallèle. Ça qui est assez inquiétant quand même sur la suite, c'est que le M23, il y a eu, comme l'a dit Patricia, de multiples allers-retours, des phases d'accalmie, des trêves, etc. Mais là, on a l'impression que c'est comme si le M23, est sans doute derrière le Rwanda, en tout cas selon l'ONU qui le soutient, considérait que décidément ça ne marchera jamais avec Kinshasa et qu'il faut sécuriser cette partie du territoire qui par ailleurs est riche en minerais. Peut-être une ligne de front avec une zone démilitarisée, je ne sais pas, mais en tout cas on voit bien que le M23 est en train de s'enquister ou de s'incruster dans cette région congolaise, et il y a ce risque effectivement pointé par l'ONU d'embrasement régional, et tout le monde, je pense, dans la région a le souvenir de ce qui s'est passé dans les années 90. On a parlé de la première guerre mondiale africaine, parce qu'il y avait toute une série de pays qui étaient rentrés au sein du Zaïre et puis ensuite du Congo, et qui se payaient sur la bête d'ailleurs, mais les Angolais, les Zambiens, il y avait les Sud-Africains aussi, enfin tout le monde était intervenu dans ce pays, ce ventre mou de l'Afrique, et on a peur aujourd'hui que peut-être le Burundi soit à son tour pris dans la tourmente, et que qu'il y ait une sorte de cascade d'alliances qui ferait que d'autres pays vont intervenir. Le Burundi donc qui a fermé sa frontière. Alain, ici comme ailleurs, je pense notamment à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, on voit bien que les divers plans de paix de Donald Trump ne tiennent sur rien. Oui, enfin les plans de paix, c'est lui qui le dit. Mais je m'en réjouis pas, du tout. Si ça avait réussi, bravo, Monsieur Trump. Et effectivement, pourquoi pas le prix Nobel de la paix, même si, par ailleurs, il y a beaucoup de choses à redire sur Trump, mais s'il réussit à faire la paix à travers le monde, tant mieux. Bon, il a essayé, je crois, pas vraiment très sérieusement. Il a essayé aussi, pas vraiment très sérieusement, effectivement, entre la Thaïlande et le Cambodge. Et c'est dommage.
Voilà, c'est dommage parce que c'est le poids des États-Unis. Normalement, ça pèse et ça devrait réussir, mais là, ça réussit pas. Et je dis oui. Il y a une forme de naïveté presque quand même de penser qu'il va pouvoir résoudre le problème. Alors comme on le disait tout à l'heure, ça fait des décennies que ça dure, personne n'y arrive véritablement. Trump pense que lui, en arrivant et en mettant tout son poids dans la balance, parce que c'est les États-unis, ça va marcher. Et en créant une zone économique. Ouais. Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que là, c'est des terres rares. Et que donc, c'est une mine à ciel ouvert, hein, surtout si ça s'étend au Katanga. Alors là, je peux vous dire, c'est la richesse. C'est quoi les ressources minières sur place, rapidement? Il y a de tout. De tout. Toutes les terres rares que vous pouvez imaginer, du cuivre, du fer, de l'or. Il y a tout. Entre l'Ituri et le Katanga, tout ce qu'on voudrait pour le monde de demain. Dans nos téléphones. Voilà, il y a tout, du lithium, des machins, des noms impossibles que je ne sais même pas prononcer parce que je n'ai pas la liste, il y en a 7. Les voilà, ils sont là, ils sont tous là. Et donc effectivement, Trump, il s'est dit, il faut que je fasse la paix parce qu'on va pouvoir aller implanter des usines. Et en attendant, les civils trinquent. Hein. C'est l'une mais des plus grosses crises humanitaires au monde. 200 000 personnes ont fui depuis le 2 décembre seulement. Et le Sud Kivu qui comptait déjà 1 200 000 déplacés, dont certains arrivent justement au Burundi voisin. Oui, et puis ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'il ne faut pas oublier que les Nations Unies sont présentes, qu'il y a une force de l'ONU qui est présente depuis des années, et que là aussi, elle montre son impuissance. Voilà, c'est les populations qui, à nouveau, sont prises à partie et sont livrées à elles-mêmes. Là, c'est vous le disiez, des dizaines de milliers de personnes qui tentent de se réfugier, qui traversent la frontière pour aller au Burundi. La deuxième plus grande crise humanitaire du continent africain, après le Soudan. Après. Alors c'est vrai qu'il y a le Soudan pas très loin, mais la RDC, la République démocratique du Congo, ça fait beaucoup plus longtemps que le Soudan. Sur 30 ans, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont été touchées par la guerre et qui sont mortes. Laure, les dessins. Oui, je vais vous montrer les 3 dessins qui racontent un peu tout ça. Un dessin qui nous vient de Tanzanie du dessinateur Mehdi et qui nous montre justement cet accord de paix historique qui a été signé le 4 décembre dernier et dont Trump se félicitait. On voit effectivement qu'il a la main bien placée pour aller piocher dans les ressources dont on vient de parler de la RDC. Et puis d'ailleurs, ils n'étaient pas forcément là, Kagame et Tshisekedi, ils n'étaient pas trop tout sourire quand on voit les images de cet accord. Un autre dessin de Hector, on parlait des populations civiles qui sont pris en étau. Voilà, tu choisis mon M16 ou M23. C'est voilà, être entre le marteau et l'enclume. Et on l'a dit, c'est des centaines de morts et des milliers de déplacés. Et puis pour terminer, justement, puisqu'on abordait les accords de paix illusoires de Trump, ce dessin de Cambon, dessinateur français, nouvelle conquête du M23 en RDC. Et mon plan de paix, on y travaille, répond Kagame, qui n'a plus Dieu, tant son regard est cyniquement fermé. Voilà, une façon de dire qu'effectivement, les plans de paix de Trump... Et c'est ainsi que s'achève une semaine dans le monde. Merci beaucoup Laure, merci Alain, merci Thomas, merci Patricia d'y avoir participé. Cette émission est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous. Point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.